Nous allons commencer le débat. La séquence va être en premier lieu les membres de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe et les académiciens, et en deuxième partie avec le public assistant. Nous vous prions d'être le plus bref possible dans vos questions et, s'il vous plaît, donnez votre nom et votre condition d'académicien, de membre de la Fondation ou bien de... Oui, écoutez, Merci. Je suis Granel et je suis en même temps membre de la Fondation et académicien de l'Académie royale. Alors, c'est à ce titre que je voulais faire une petite question, une remarque sur la présentation de Philippe de Choutet. Donc, vous avez remarqué que, avec M. Van Rompuy, il y a plusieurs conseils européens, beaucoup plus de conseils européens qu'avant. Est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans la banalisation du Conseil européen? Parce qu'avant, évidemment, écoutez, quand vous avez partagé avec moi quelques réunions même à la Commission et au Conseil, donc à la limite, à la fin, on arrivait, si on n'arrivait pas au Coreper, si on n'arrivait pas au niveau des conseils des ministres responsables de la matière, etc., on arrivait au Conseil. C'était le dernier ressort. Mais maintenant, ce sont les premiers ministres, les chefs de gouvernement, qui commencent la discussion parfois, ou qui lancent des idées. Et alors, c'est pour ça, justement, qu'on arrive à une frustration permanente. Parce que, écoutez, il y a les ministres qui ne sont pas mis d'accord. Est-ce que vous ne pensez pas que c'était mieux avant? Avant, vous étiez au Coreper et au groupe spécialisé du Conseil, en discutant quelque chose de la Commission, quelques initiatives, etc. Et alors, petit à petit, doucement, on avançait. Et seulement, c'était au niveau des conseils européens quand il n'y avait pas moyen de résoudre les questions à des autres niveaux. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est arrivé à un niveau dans lequel les chefs d'État essayent de gagner des voix pour les élections prochaines sans y penser à cette frustration qui peut se produire, qui en fait se produit par l'échec d'un Conseil européen mal préparé? Merci beaucoup. M. Granel a sûrement raison sur la banalisation. Il y en a plus, ils sont parfois sans beaucoup de résultats. Je suis moins d'accord sur la frustration des ministres. Dans beaucoup de cas, les ministres, quand il s'agit d'une hot potato, ils préfèrent envoyer vers le haut et laisser la décision au chef de gouvernement. Et j'ai connu beaucoup d'exemples de ça. Il y a une part de responsabilité des ministres, notamment des ministres des Affaires étrangères, parfois même des ministres des Finances, que les décisions, qui sont parfois impopulaires, parfois politiquement difficiles, les ministres préfèrent ne pas prendre la décision et pousser le processus décisionnel vers les chefs de gouvernement. Et les chefs de gouvernement, ils aiment assez bien avoir ce pouvoir. Donc c'est une combinaison parfois, pas toujours, un peu peut-être pernicieuse ou un peu qui aboutit à ça. Il y a banalisation, il y a multiplication. On est, je pense, à la limite de dire qu'il ne serait pas possible de les réunir plus souvent parce qu'ils ont quand même autre chose à faire, mais la responsabilité est au moins partagée. Il y a une partie de responsabilité des ministres de ne pas vouloir se saisir et surtout traiter et trancher des problèmes quand il y a une instance au-dessus qui peut prendre la responsabilité politique du processus. Je crois qu'il y a de ça aussi. Merci. Monsieur. Jean-Jacques Ray, membre du Conseil de la Fondation. J'ai été très ébloui ce matin par l'analyse de l'ambassadeur de Choutet. Vous avez réussi, monsieur l'ambassadeur, à enfoncer un coin dans mon pessimisme fondamental sur l'évolution institutionnelle de l'Europe depuis 3 ou 4 ans.
et en particulier le rôle que s'arroge le Conseil européen, dont les composantes songent davantage à leur légitimité nationale, à mon avis, qu'à leur légitimité européenne. Mais j'admets qu'à la flexibilité, il trouve son compte, ce qui me paraît assez contestable quand vous faites remarquer que la Commission a évolué vers un gouvernement, vers un pouvoir exécutif. C'est un pouvoir exécutif avec un gros bâton, mais une mini-carotte. Et ça me paraît extraordinairement dangereux, parce que les États membres se défont sur la Commission de cette obligation d'exécuter leurs décisions. Et tout ce que la Commission peut faire, c'est interdire des comportements de la part des États. La Commission n'a pas les moyens ni les ressources budgétaires pour agir elle-même, en quelque sorte. Vous ne croyez pas que c'est un danger réel pour la popularité de l'Europe dans l'opinion? Merci. Sur l'analyse, oui, il y a un gros bâton, peut-être un bâton plus gros que l'opinion publique européenne s'en est rendu compte, qu'il y a des pouvoirs en matière de recommandations budgétaires qui ont été transférés sans que peut-être tout le monde en Europe ne s'en soit bien compte et que le budget soit petit. Mon attitude était celle de l'observateur, de l'entomologiste. Je disais ce que je voyais. Je serais très heureux qu'il y ait un budget qui soit le triple, le quadruple, le quintuple de ce qu'il est. Je dois aussi vous ajouter que je ne crois pas que ça va se passer demain. Donc voilà ce qu'on a. D'abord, je suis très heureux d'avoir mis un coin dans votre pessimisme. Ça vaut le déplacement. Mais ensuite, je crois que quand vous dites que le pouvoir de gouvernement de la Commission est un pouvoir négatif, non. C'est un vrai pouvoir, le pouvoir de recommandation, avec le pouvoir d'imposer des amendes. Se rend-on compte que la Commission peut faire des recommandations en cas de déficit budgétaire, qu'elle doit passer par le Conseil pour faire approuver ces recommandations destinées à un État membre, mais qu'elle est approuvée s'il n'y a pas de majorité contre, et qu'à cette proposition peuvent être assorties des amendes. Ça, c'est ça que j'appelle un peu le pouvoir d'exécution, c'est-à-dire peut-être un pouvoir de contrainte. Non, on n'a pas encore envoyé des gendarmes armés pour modifier les budgets, mais le pouvoir est plus important, à mon avis, que beaucoup de gens ne s'en rendent compte. Monsieur Fontaine. Merci. Pascal Fontaine, vice-président de la Fondation. D'abord, un rappel historique. Monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé de l'appropriation progressive par le Conseil européen des questions de l'Union économique et monétaire. Eh bien, dans l'esprit de Jean Monnet, si on se réfère à ses travaux dans la préparation du Conseil européen en 72-74, c'était son objectif, c'est-à-dire qu'il avait eu l'idée, après le sommet de Paris de décembre 72, de donner à ses responsables au plus haut niveau la possibilité de faire ce qu'ils avaient promis de faire, c'est-à-dire l'Union européenne avant la fin de la décennie de l'époque. Donc il a mis en place ce tissu de ces trois chefs de gouvernement des trois pays les plus importants qui ont créé le Conseil européen en décembre 1974. Donc cette appropriation depuis 5-6 ans actuellement du Conseil européen est une chose positive puisque selon l'esprit de Monnet, c'est un exercice commun des souverainetés. Et donc ça devrait rassurer l'opinion publique que l'Union européenne n'est pas un dessaisissement des souverainetés, un organisme extranational à Bruxelles qui décide des choses sans aucune légitimité. Maintenant, j'ai bien suivi votre analyse des différentes phases. Avant 2007, il y avait une union monétaire mais sans gouvernance. Il y avait un pacte de stabilité qui n'était pas respecté. De 2007 à 2013, on est arrivé à une gouvernance économique, le six-pack, le two-pack. Et maintenant, et c'est là où est ma question, on va sans doute arriver à un gouvernement économique, comme vous l'avez dit. Et alors là, le gouvernement économique, s'il est constitué à la suite de la proposition qui semble circuler entre Paris et Berlin d'un Conseil européen de l'euro réunissant une fois par mois les chefs de gouvernement assistés par un président permanent du Conseil européen de l'euro, ça va très loin. C'est-à-dire, s'ils se réunissent tous les mois au niveau des chefs de gouvernement, ça crée évidemment dans l'Union européenne une fracture forte
entre les 17 qui y seront et les 10 autres qui n'y seront pas. Ça entraînera aussi une question de savoir qui sera le secrétariat de ce président du Conseil européen, l'Euro, président permanent. Est-ce que ce sera la Commission, les services de M. Olli Rehn, ou est-ce que ce sera un secrétariat ad hoc? Quel sera le contrôle démocratique de cette nouvelle instance? Est-ce qu'on pourra imaginer que le Parlement européen réunisse les membres de la zone euro du Parlement européen, flanqués des membres les plus importants des parlements nationaux concernés par les questions budgétaires? Enfin, y aura-t-il besoin d'un budget ad hoc propre à la zone euro, parce qu'il y aura des dépenses qui seront liées à la zone euro? Moi, je vois ça d'un œil évidemment très favorable si c'est vraiment le décollage d'une Europe fédérale, qui associera également les membres de cette zone pour Schengen et pour d'autres secteurs. Mais ça va très très loin, puisque ça voudra dire que pour les réformes structurelles macroéconomiques, eh bien, les parlements nationaux auront à confirmer des décisions prises par ce Conseil européen de la zone euro, en domaine social, en domaine budgétaire, fiscal, etc. Alors comment voyez-vous, vous, de façon un peu prospective et très imaginative, le développement éventuel de cette proposition franco-allemande qui pourrait voir le jour? Merci. Je remercie M. Fontaine d'avoir rappelé le rôle de Jean Monnet dans la création du Conseil européen, qu'il a appelé le gouvernement provisoire de l'Europe. Et je recommande à ceux qui en doutent de lire le chapitre 21 de ses mémoires, qui beaucoup de gens ont oublié. On attribue à Jean Monnet la paternité de la méthode communautaire, ce qui est parfaitement exact, mais les avocats les plus fervents de la méthode communautaire oublient par ailleurs que Jean Monnet a aussi une responsabilité politique importante dans la création du Conseil européen, notamment en convainquant les petits pays, dont le mien, d'accepter ce qu'ils ne voulaient pas accepter. Donc je crois que c'était un rappel qui est utile et je suis heureux que vous l'ayez fait. Je ne sais pas trop comment répondre à votre question prospective. Je trouve la proposition dangereuse et probablement pas destinée à avoir beaucoup de réussite. Je crois, pour les raisons que vous avez dit, pour l'élément de fracture, certainement un pays comme le mien se trouvera très probablement extrêmement réticent devant une structure aussi clairement intergouvernementale et clairement dominée par deux États membres. Donc je ne crois pas du tout, moi, que ça va sortir. Ça a beaucoup je vois beaucoup d'inconvénients, de déséquilibres institutionnels, et je ne saurais pas trop comment y réussir. Mais je voudrais faire une réflexion un peu parallèle. Quand, en tout cas, moi, je faisais la prospective sur l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, beaucoup de gens, y compris moi-même, craignaient un conflit potentiel entre le président du Conseil européen et le président de la Commission. On pensait que ces deux personnages seraient nécessairement en conflit. La réalité a été autre. La réalité, c'est qu'il n'y a pas eu de conflit ouvert, en tout cas. Il y a toujours des rivalités de personnes. Et la coopération entre les deux est extrêmement proche par la volonté des deux et par l'intérêt des deux. Il faut bien oublier que le président du Conseil européen n'a pas d'administration. Enfin, il a le secrétariat du Conseil. Quand on lui confie un mandat, il doit faire appel au service de la Commission pour en fournir la structure intellectuelle, le contenu. Et le président Van Rompuy ayant veillé à défendre la position de la Commission dans le débat du Conseil européen, M. Barroso sait qu'il vaut mieux pour lui avoir une bonne relation avec M. Van Rompuy, et M. Van Rompuy sait qu'il faut mieux avoir pour lui avoir une bonne relation avec M. Barroso. Et ça, c'est une structure que personne, en tout cas moi, je n'avais pas prévue. J'avais pensé qu'il y aurait une relation conflictuelle. Je dis ça parce que peut-être que la création que vous dites, qui est en réalité une nouvelle présidence qui se placerait dans cet ensemble, il est très difficile de prévoir d'avance comment cette inclusion va être acceptée par l'appareil. Je compense un peu les institutions à un organisme vivant, il change, et tout à coup, il y a un élément extérieur qui arrive. Comment est-ce que l'organisme réagit? Je n'en sais rien. Cela dit, je répète ce que je pense, je ne trouve pas ça une bonne idée.
Merci. Monsieur Lorenzo Gascon, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président et modérateur. Étant donné qu'il s'agit d'un débat, au lieu de poser une question, je voudrais dire quelques mots au sujet de la crise des valeurs. Il va de soi qu'actuellement, la morale et l'éthique sont absentes dans la majorité des activités. Elles doivent être restaurées. Par exemple, qui essaie de dire quelque chose à propos de la mondialisation ne peut pas éviter de faire face à la crise actuelle, qui concerne non seulement le monde de l'économie, mais aussi les valeurs morales sur lesquelles devrait reposer le fonctionnement normal de la société. Récemment, pendant une conférence que j'ai donnée à l'Académie monténégrine des sciences et arts à Podgorica, j'ai parlé à propos de la crise des valeurs du monde dans lequel nous vivons, qui trouve ses origines pendant les années 60 dans les universités et qui s'est propagée dans l'Église, dans les systèmes scolaires et même dans l'armée. De nos jours, la crise s'est étendue aussi aux piliers du pouvoir politique. Avec tout l'espoir qu'elles contiennent, les origines grecques du mot crise trouvent leur cause en grande partie dans la maladie la plus grave dont souffre notre monde, la manque de vertus morales, surtout les cardinales, la prudence, la force, la justice et la tempérance. Ou bien ces vertus récupèrent leur suprématie dans chaque individu, homme ou femme, ou la société peut se précipiter inexorablement dans le chaos. Je me doute bien qu'il n'est pas possible de trouver la bonne réponse ou pourquoi. Ce qui est bien vrai est qu'on a découvert en bonne mesure les pratiques irrégulières. Ces conséquences sont appréciables dans les bourses, dans la confiance des investisseurs, dans la baisse de la consommation des ménages à cause de la volatilisation de la plupart des économies et finalement dans ce qu'on appelle l'économie globale. Il s'agit d'une structure de mauvaise gouvernance et souvent corrompue. Et le gaspillage et mauvaise gouvernance avec des budgets hors contrôle. Une de ses principales manifestations est la crise de l'éthique, dans l'indifférence à l'égard de n'importe quelle norme morale. L'objectif de nombreuses corporations est de maximiser les profits, ignorant les moyens. Comme disent les Américains, greed is good. Les institutions ont besoin de confiance et de crédibilité. Quand ces conditions ne sont pas respectées, tous les systèmes s'effondrent. Plutôt que l'argent ou la politique, les idées doivent être le noyau des possibles solutions. Et celles-ci, principalement, doivent reposer sur l'éthique dans ce monde hyperpeuplé avec un destin commun. L'éthique, pour moi, est le concept clé, aussi avec l'exemple personnel qui doit se transformer dans les outils idéaux pour surmonter l'état de crise actuel. Merci. Bon, je crois que je suis moi-même qui dois répondre, oui. N'est-ce pas? Bon, voilà, Monsieur le Vice-président, vous et moi, nous avons souvent parlé de ces problèmes et je voudrais dire une chose, c'est que le monde il est en profond changement. Le changement des idées, le changement de la façon de se conduire, les valeurs morales, les objectifs ne sont plus pareils, ne seront pas pareils dans l'avenir. Ce monde en transformation, qu'est-ce que ça veut dire? Que les prochaines phases du cycle économique, quand se produira la récupération et la prospérité, ça ne sera plus la récupération qu'on a vue dans d'autres crises. La prospérité, ça ne sera plus la même prospérité d'autres moments. Avec une réunion qu'on a eue en Belgique il y a 4 ans, avec l'Académie et le prix Nobel Maskin, on s'est posé 2 problèmes. Le premier problème, quand c'est que va finir la crise? On est arrivé à une date à l'époque
2017. Ça ne veut pas dire la récupération, ça veut dire la prospérité, la nouvelle prospérité. Mais attention, la prospérité avec d'autres paramètres. Ça veut dire qu'il faut faire un grand effort dans les valeurs morales, dans les valeurs qui sont en train de changer pour trouver à notre jeunesse des autres éléments, des autres objectifs, d'autres façons d'arriver à ces objectifs. Et je crois que ça, c'est aussi notre devoir et c'est ce que nous devons laisser aux générations de l'avenir. Madame Merkion. Je suis membre du conseil scientifique de la Fondation Jean Monnet. Et j'ai été beaucoup impressionnée par le rapport de l'ambassadeur Skuthet, que je trouve particulièrement franc et clairvoyant. Et je souhaite le solliciter sur un aspect qu'il a traité en passant, qui m'intrigue beaucoup. C'est-à-dire, il nous a présenté le cadre d'une Europe à deux niveaux, et dans un de ce niveau, il y a un organe technique qui semble destiné à partager le pouvoir politique avec le Conseil européen, la Banque centrale européenne. La nécessité de faire face à la crise, la timidité du gouvernement, le critère de l'indépendance de la Banque centrale a aidé à cette montée au pouvoir de la Banque centrale. C'est inquiétant. Comment est-ce qu'on peut envisager cette évolution dans le prochain avenir? Le fait est clair, la Banque centrale européenne a acquis un pouvoir qui n'est pas inscrit dans les traités. Il n'y a rien dans le traité qui dise que le président de la Banque centrale participe aux réunions du Conseil européen. Or, en fait, il y est pratiquement chaque fois parce que le Conseil européen parle de monnaie. Et il est vrai que la présence dans le Conseil européen donne au président de la Banque centrale européenne un poids politique clair. Est-ce que c'est inquiétant? Vous savez, ça dépend un peu du point de vue. Ce serait extrêmement inquiétant si ça ne s'était pas passé. Où en serions-nous si M. Draghi n'avait pas dit ce qu'il a dit et qui a influencé dans les semaines le taux d'emprunt du Royaume d'Espagne? C'est évidemment une influence politique. Le fait est que la déclaration faite par M. Draghi sur le fait que la banque achèterait des dettes souveraines sans limite a fait baisser le taux d'emprunt de tous nos emprunts souverains, plus marqué pour l'Espagne et l'Italie parce que les taux étaient élevés. Est-ce que c'est inquiétant que ce pouvoir soit entre les mains de la banque? Peut-être. S'il ne l'avait pas fait, nous serions tous dans une situation désastreuse. Est-ce que ce pouvoir est supérieur à celui du président de la Réserve fédérale américaine? Ça, c'est moins sûr. Le président du Fed a la même influence indépendante du pouvoir politique américain. Il y a des coups de téléphone, bien sûr, il y a toujours des coups de téléphone. Mais enfin, la décision de la Réserve fédérale est la décision autonome de la Réserve fédérale et généralement comme ça que sont réglées les monnaies. Ce qui fait qu'en votre question, je comprends qu'on peut s'inquiéter d'un point de vue démocratique du pouvoir considérable pris par un haut fonctionnaire brillant, mais non élu, et je serais extrêmement inquiet s'il ne l'avait pas. Donc, je ne sais pas quel est le dilemme. Merci. En tenant compte du temps, on va répondre aux trois dernières questions. Je vous prie d'être le plus concret possible dans vos questions et après, on va les répondre tous ensemble. Merci de votre compréhension. Monsieur le ministre Lechoubi. Merci. La première, assez souvent, dans ce type de réunion, il y a une question sur la légitimité de l'intervenant, un non-européen se mêlant à des débats européens. Ça, c'est une question extrêmement intéressante. Alors, je dois ma présence à deux choses. Le premier, c'est l'application du mariage pour tous pris par le président de l'Académie royale d'Espagne
en l'occurrence d'inviter à l'intérieur de son institution des gens qui n'étaient pas prévus dans le mariage initial, c'est-à-dire des nationaux, des Européens. Et donc il a invité des intellectuels des différentes régions à venir collaborer et à venir entretenir la complicité, le couple des intellectuels. Ça, c'est la première. La seconde, c'est l'histoire. Souvent, des pays comme les nôtres, on ne nous a pas demandé notre avis pour que l'histoire nous insère, nous intègre dans l'Europe sans qu'on ait demandé ou nous expulse. Mes arrière-aïeux, Jugurtha, étaient souvent complotés avec Pompée contre César parce qu'ils étaient à l'intérieur de l'Empire romain. Nous nous sommes retrouvés, mon pays aussi, signataire du traité de Rome en 1958 parce que nous étions gouvernorat notamment français. Ça, c'est la question de la légitimité. Et dès lors, le devenir de l'Europe nous préoccupe parce qu'on s'est retrouvés plusieurs fois embarqués dans des conflits que nous ne demandions pas. On s'est retrouvés avec vous à l'intérieur des conflits armés. Et donc, c'est tout à fait légitimement qu'on se préoccupe de ce que devient l'Europe, quelle est sa lecture du monde. Et ça, c'est bon, l'élément préjudiciel. Pour le reste, j'aimerais pouvoir revenir uniquement sur un concept important, la prospective. C'est-à-dire que ça, c'est une question majeure. Pour s'assurer une vision judicieuse et pertinente d'un espace en devenir, à mon sens, l'investigateur doit s'atteler non seulement à évaluer les capacités de cet espace, à démultiplier ses atouts et ses forces et à valoriser son potentiel, mais il s'agira aussi de mesurer son aptitude à serrer ses propres faiblesses, voire ses carences, et en inverser la trajectoire. Ça, c'est pour moi le premier élément. C'est vrai. Pour l'Europe, ce ne sont pas toujours ses avancées majeures en technologie ou ses capacités militaires qui l'ont aidé à résoudre des situations complexes. Il n'y a qu'à voir les conflits des dernières décennies. C'était plutôt de la lucidité et de la vision qui ont permis le démantèlement des gouvernances coloniales, l'effondrement du mur de Berlin, la réunification de l'Allemagne, ou bien la propulsion de l'Europe vers un horizon géographique et conceptuel nouveau. Alors, cet angle-là est intéressant et dès lors, on se pose deux questions. J'aimerais pouvoir, est-ce que l'instrumentation, notamment actuelle, offre cette capacité? Parce que l'instrument institutionnel ou juridique, où il gère une illusion, une vision extrêmement intéressante, et un réel que les uns interprètent d'une manière, où on est conscient des progrès à faire et l'instrument doit offrir, non seulement par sa souplesse, mais doit être suffisamment incitatif pour qu'on se remette en cause. Pourquoi je dis cela? Alors, très brièvement, en ce moment, l'extérieur, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons qu'il y a un espace qui résiste dans ces indicateurs économiques de façon assez intéressante, c'est l'Allemagne, c'est les pays scandinaves, c'est la Hollande, Luxembourg et l'Autriche. Il y a d'autres pays qui s'interrogent sur leur devenir, c'est l'Angleterre, la France, l'Italie, la Belgique, etc. Et puis, il y a les trois autres. Et donc, si on investit un peu de prospective, on se dit, tiens, l'Allemagne, avec des traumatismes et des chocs, s'est débarrassée d'une capacité militaire et d'une philosophie de domination depuis très longtemps. Elle n'est plus insérée dans cette vision du monde. Le Luxembourg, c'est la même chose. L'Autriche, c'est la même chose. Mais l'Angleterre, et notamment la France, ont toujours une certaine lecture du monde. Et dans une réalité, ils sont présents dans un certain nombre de conflits, avec notamment un potentiel militaire et armé. Et puis les troisièmes. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas matière à réfléchir dans cela? Est-ce que revendiquer, rechercher constamment la prééminence est une philosophie intéressante qu'il faut pouvoir poursuivre? Et la conclusion, c'est quoi? Et les instruments ne peuvent pas être les mêmes. Les instruments, que ce soit l'instrument de droit ou les instruments institutionnels, sont ceux que l'on voudrait qu'ils soient. C'est-à-dire qu'ils offrent d'abord, ils s'adossent à une philosophie, et deuxièmement, ils se fixent des objectifs, etc. Pourquoi? La Constitution, quand on s'intéresse d'assez près, européenne n'offre pas une lecture claire, une vision, les choix de grandes philosophies. Alors,
quid des instruments par rapport à la philosophie? Quid de la philosophie par rapport aux relations avec le monde? La grande question, c'est comment doit évoluer l'Europe face aux nouvelles recompositions géopolitiques qui l'entourent. Merci. Merci. Madame? Merci, Monsieur le Président. Jacqueline Grappin, Institut européen à Washington, membre du conseil d'administration de la Fondation Jean Monnet. Ma question s'adresse à l'ambassadeur de Schutet. J'ai été extrêmement frappée par sa description positive de l'évolution récente des institutions. Et je voudrais lui demander pourquoi certaines mesures... Vous me pardonnerez de comparer ce qui se passe avec les États-Unis, mais comme j'habite à Washington en permanence, c'est une tentation qui m'est naturelle. Il y a des mesures que nous sommes incapables de prendre. J'aimerais savoir quelle est votre interprétation des raisons pour lesquelles nous sommes incapables de prendre ces mesures et quels sont les remèdes qu'éventuellement vous recommanderiez, sachant que l'objectif est évidemment de sortir de la crise. Premier exemple, lorsqu'on compare, et vous commenciez à le faire il y a quelques instants, le rôle de la Fed avec le rôle de la Banque centrale européenne, on voit que la Fed a abreuvé de liquidités le marché américain et qu'en dépit des décisions très méritoires qui ont été prises par M. Draghi, il n'en reste pas moins que ce sont des décisions très limitées. Pourquoi n'arrive-t-on pas à donner à la Banque centrale des pouvoirs qui soient suffisants? Autre question, le niveau de l'euro. Si on veut remettre tout le monde au travail en Europe, on ne peut pas garder l'euro au niveau où il est. Le niveau actuel, qui est très élevé, résulte de la politique américaine, japonaise et chinoise. Pourquoi les Européens n'ont-ils aucune politique en matière monétaire au niveau international et pourquoi sont-ils les victimes de cette guerre non dite monétaire actuelle? Troisième exemple, le traitement collectif de la dette auquel vous avez fait allusion. On est incapable de décider de mutualiser la dette. Il est bien clair que certains pays ne veulent pas prendre en charge la dette des autres. C'est peut-être le point sur lequel j'insisterai le moins parce que c'est très difficile. Mais les deux premiers points, le travail sur les liquidités et le niveau de la monnaie, pourquoi n'arrive-t-on pas à l'heure actuelle à prendre les décisions qui s'imposent dans le cadre institutionnel actuel et éventuellement dans le cadre institutionnel que vous envisageriez? Merci. Merci. Monsieur Fallen, s'il vous plaît. Jean Swallen, membre du conseil de la Fondation. Tout d'abord, en tant qu'ancien banquier central, j'ai de la peine à me retenir, mais je me retiendrai, parce que tu as tellement à dire sur ce qui a été dit. Et j'aimerais poser une question sur les valeurs, puisqu'on n'a pas eu beaucoup de questions sur ce problème-là. Je crois qu'il y a une chose qu'on oublie en Europe, c'est que l'hégémonie européenne est terminée. Nous avions, à la fin de la guerre, une hégémonie mondiale. L'Afrique était colonisée ou sous protectorat. L'Asie, en grande partie. Donc, en fait, les valeurs européennes étaient des valeurs universelles. C'est terminé. Nous avons affaire à une émergence de nouvelles puissances qui ont des valeurs totalement différentes. Vous avez fait allusion aux droits de l'homme. Je ne crois plus aux droits de l'homme sur la scène multilatérale et sur la scène mondiale. C'est quelque chose qui dépasse toutes les idées qu'on peut avoir en Chine, au Japon, dans le sud-est asiatique. Le droit de la famille, oui, mais pas les droits de l'homme. Il y a beaucoup de choses, dans le fond, sur lesquelles l'Europe devrait réfléchir, en se disant, nous ne sommes plus les maîtres du monde, nous devons réfléchir à des valeurs qui sont des valeurs beaucoup plus mondiales et qui sont différentes. Comment les incorporer dans le nouveau régime de la gouvernance mondiale? Telle est la grande question qui se pose. Merci. Monsieur l'académicien Jean-Francis Pons, s'il vous plaît. En passant, je pense que la question de M. Lachoubi et votre question peut s'associer parce que l'Europe doit réfléchir sur son rôle dans le monde. C'est absolument vrai que l'hégémonie européenne est terminée au niveau du pouvoir. Le pouvoir colonial est fini, bien sûr.
et des autres niveaux de prééminence mondiale sont aussi finis. Mais je crois encore en l'importance des idées et des valeurs européennes, et je ne suis pas d'accord avec les critiques qui disent que nos valeurs sont eurocentriques et ne sont pas valables pour le monde, elles ne sont plus universelles. Ce que je pense, c'est que nos valeurs doivent entrer en dialogue avec les valeurs des autres régions du monde. Entrer en dialogue, ce n'est pas céder les unes aux autres, c'est s'enrichir mutuellement. Alors ça, c'est à la synthèse entre les valeurs des unes et les valeurs des autres qui peut éventuellement porter un jour à une pensée sociale universelle et à des valeurs universelles. Mais j'ai beaucoup me souviens de que quand on a parlé au premier moment de Thomas Paine, a parlé des droits de l'homme dans un petit village anglais. Le reste de l'Europe ne savait plus qu'est-ce que c'était ça, cette idée. On pouvait dire c'est une chose d'un petit village anglais, ce n'est pas pour nous. Quand l'idée des droits de l'homme arrivait à beaucoup des endroits européens, on a pensé que ça a été une influence étrangère. Quand l'idée de la rule of law arrivait en Espagne, on a dit ça c'est une idée française. Toujours l'universalisation des droits de l'homme a été un combat entre les cultures. Et à la fin, on a construit une culture de droits humains qui, bien sûr, aujourd'hui, s'est partagée au sein du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne et qui n'ont pas partagé, c'est vrai, par des autres régions du monde. Je pense que notre effort, c'est d'être capable de faire ce dialogue constructif et respectueux en maintenant la fermeté sur certaines questions, le respect à la vie, par exemple, la dignité de l'homme, l'équidignité de la femme. Ce sont des choses qu'on ne peut pas négocier sur ça. On ne peut pas faire des transactions sur ces questions qu'on a gagnées après beaucoup de décennies de lutte. Et je pense que sur le rôle de l'Europe, il est non plus aux États nationaux d'avoir un rôle international important au sein de l'Union européenne, parce que ça serait toujours un rôle secondaire. Il est à l'Europe comme union politique qui doit avoir ce rôle. Un rôle basé sur la connaissance, bien sûr, mais aussi sur la force pour avoir la crédibilité, pour avoir aussi la capacité de protection de nos citoyens dans le monde et aussi de nos amis. C'est assez terrible de voir comme les démocrates ou les laïcs souffrent dans certains pays du monde et l'Europe ne fait rien. Seulement regarde qu'est-ce qu'il passe et laisse beaucoup de gens mourir dans les mains des dictatures. Je crois dans l'ingérence humanitaire, dans des limites et dans des façons que c'est trop long d'expliquer aujourd'hui. Et je pense que nous sommes aussi compromis avec l'extension de la démocratie et des droits de l'homme dans les matisations que je disais au commencement. Tout ça, c'est un rôle pour l'Europe et c'est terrible de romandre dans des discussions des unes avec des autres, mais que l'Europe et le reste du monde attendent une action opérative réelle, efficace aujourd'hui. Merci, Monsieur le Baron. Vous voulez dire quelque chose? Ça y est? Voilà, parfait, merci. Monsieur Antonio Pon. Merci, Monsieur le Président. Je tâcherai d'être bref. Moi, comme citoyen européen, je dois avouer que je suis avec douleur. Et ici, nous sommes dans le noyau original de l'Europe, ici à Monet, pour faire une expression de douleur, parce que qu'est-ce qui passe? Il y a l'euro, mais sans un arrangement fiscal, ça ne marche. Avec les problèmes politiques, avec les problèmes bancaires et aussi, disons, un manque de crédibilité qui donne un scepticisme qu'il y a des pays psychose de laisser l'Europe quand il semble que la solution c'est plus Europe. Nous avons 3 présidents, mais on n'a pas un leader.
Moi, avec l'optique d'homme d'affaires pragmatique, l'Europe perd dans la compétition mondiale, perd de situation. Parce que c'est l'Asie, c'est l'Orient, c'est qui va avant. Et nous parlons beaucoup, mais il n'y a pas d'action. Merci. Merci. Il y avait d'autres paroles qui sont demandées. Ah oui. Monsieur, s'il vous plaît. Je m'appelle Jacques Coujon-Daniel, Lausanne, membre de la Fondation Jean Monnet. J'aimerais poser la question concernant justement le chômage en Europe. Bon, il se monte à plusieurs millions de personnes, mais les jeunes, est-ce qu'on fait quelque chose pour les jeunes avant qu'ils deviennent des révoltés? On voit à l'heure actuelle des manifestations de masse dans tous les pays où la pauvreté est flagrante. Il y a la délocalisation, il y a les licenciements par milliers, la Suisse y compris. Est-ce qu'on fait quelque chose pour les jeunes avant qu'ils viennent des révoltés un peu plus dans les rues? Parce que c'est la génération suivante, c'est l'avenir de nos pays. Est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Il faudrait demander au gouvernement, mais et pas aux citoyens. Je pense que nous, les citoyens, nous pensons qu'il faut faire beaucoup plus de choses que qu'on fait. J'ai l'impression que nous regardons le gouvernement et que nous voyons que son action est nulle, que sa capacité de développer l'économie est complètement annulée par les circonstances économiques et que, comme il a été dit ce matin, la politique gire seulement sur l'idée de l'austérité et l'austérité, comme il a été compris, c'est la réduction des politiques publiques à zéro. Alors, s'il n'y a plus de politique publique, il n'y a plus d'action pour l'amélioration de la situation économique du point de vue du secteur public. Si on renonce à ça, on laisse seulement à la main invisible du marché la possibilité de résoudre les problèmes. Et ma foi, dans la main invisible du marché, c'est très limité. Merci. Monsieur le baron, s'il vous plaît. Brièvement, il y a eu quand même plusieurs questions sur les instruments. Et je commence par dire que je ne suis pas prophète. Je ne sais pas si les instruments sont ou ne seront pas adéquats. Deux réflexions quand même. Si on prend le long terme, si on prend les 60 dernières années, les instruments ont quand même transformé la réalité politique, économique de ce continent. Donc, on est obligé de constater que cette transformation a eu lieu. Ça ne permet pas d'assurer que l'avenir sera dans le même sens, mais enfin, c'est un élément d'appréciation. Et l'autre est un point que je faisais ce matin, cet appareil est beaucoup plus flexible qu'il ne paraît. Il change beaucoup plus qu'il ne croit, et il est assez différent de ce qui est dans les traités. Donc, ces deux éléments, pour ma part, mais je suis, contrairement à M. Ray, plutôt optimiste, donc j'ai tendance à croire que, oui, probablement qu'on trouvera des solutions. Je dis ça comme quelqu'un qui a passé 10 ans au Coreper, qui sait parfaitement combien il est difficile de se mettre d'accord, combien on a des vues et des intérêts divergents, et combien souvent il arrive qu'on ne parvient pas à se mettre d'accord. Mais néanmoins, il me semble que sur le terme, on s'en va. Sur la question de la banque, peut-être que d'autres seraient mieux placés que moi pour vous répondre. La réponse de base à votre question, c'est le traité. Le traité de Lisbonne, la création, déjà le traité de Maastricht, dit que la Banque centrale européenne a pour mission de défendre et de lutter contre l'inflation. Si vous luttez contre l'inflation, vous ne pouvez pas faire de la quantitative easing aussi abondant que la Fed. Et de même, elle ne peut pas agir sur le niveau de l'euro. Il pourrait faire intellectuellement ce que fait actuellement la banque japonaise, mais il lui est interdit par traité de faire ça. On peut
les traités, pour les gens qui sont chargés de les exécuter, c'est assez important. Et on peut d'ailleurs se demander si ce que M. Draghi a déjà fait est conforme à la lettre et à l'esprit du traité. En tout cas, je suis très heureux qu'il l'ait fait, mais la réponse de base à votre question, c'est qu'il y a un traité qui dit ce que la Banque centrale peut et ne peut pas faire, et que le directeur général de cette banque ne peut pas complètement ignorer ce que ce traité dit. Et je vais terminer par une réflexion plus légère sur pourquoi on n'est pas capable de prendre les mesures. Vous connaissez la phrase de Jean-Claude Juncker, Premier ministre du Luxembourg. Nous savons tous à peu près ce que nous devrions faire, mais nous ne savons pas comment être réélus après l'avoir fait. Et c'est une partie de la réponse. Merci.